à toutes et tous. Merci d'être présents parmi nous, si nombreux. Il y a des gens qui vont continuer à nous rejoindre. Merci à nos invités. Nous avons 5 invités ce soir qui se présenteront tout à l'heure au fur et à mesure. Alors, ce soir, nous allons traiter d'un sujet qui s'intitule « Développer les usages du numérique dans le secteur médico-social. Pourquoi et comment ?» Voilà les 2 questions qui vont nous occuper pour ce webinaire. Alors, quelques consignes techniques pour ceux qui nous ont rejoints. Donc, comme on risque d'être assez nombreux, je vous propose de couper vos caméras et vos micros. Je parle aux participants. Et les intervenants, merci beaucoup d'allumer votre caméra et votre micro quand ce sera votre tour d'intervenir. Toutes les questions, merci de les poser dans l'espace de discussion juste là en bas, au bas de votre écran. Et à la fin, nous prendrons quelques minutes pour synthétiser les questions et les soumettre à nos invités. C'est Jean-Yves qui s'occupera de cela. Il y aura bien sûr un replay. La séance est enregistrée et elle sera diffusée et accessible sur YouTube ultérieurement, probablement en début de semaine prochaine. Et je vous informe de suite qu'à la fin du webinaire, nous ferons un petit sondage. Donc, à un moment, vous verrez des questions s'afficher sur votre écran. Ne soyez pas surpris. Merci de répondre à ces questions si vous le voulez bien. Voilà un peu pour les informations techniques. Je crois que j'ai fait le tour. Alors, on va commencer de suite donc à explorer un peu notre sujet qui est développer les usages du numérique dans le secteur médico-social. La délégation du numérique en santé a publié récemment la trajectoire du numérique pour le secteur médico-social. Il souhaite développer les outils et les usages de ce numérique et cette trajectoire va certainement accélérer ce déploiement d'outils et d'usages. Alors, quelques questions se posent. Quelles sont les évolutions en cours? De quoi est-ce qu'on parle exactement? Quels sont les enjeux et les objectifs pour notre secteur? Quels sont aussi les besoins et les attentes des professionnels? Comment on peut les accompagner? Comment on peut accompagner la montée en compétences? Également, comment accompagner les parcours de vie, mieux assurer le suivi de ces parcours de vie, le suivi des parcours de santé. Quels sont les écueils aussi et les limites de l'usage du numérique. Et donc, quand on parle de secteur médico-social, j'aimerais préciser que cela concerne aussi bien les personnes en situation de handicap qui sont accompagnées. Nous allons aussi explorer la question des personnes âgées, que ce soit en structure ou à leur domicile. Voilà une petite introduction. Je ne vais pas monopoliser la parole. Et on va prendre un petit moment pour que nos invités se présentent. Alors, en quelques mots, est-ce que vous pourriez nous dire qui vous êtes et quelle organisation vous représentez ce soir? Je propose à Madame Ballardy de se lancer. Merci, bonsoir à tous. Je suis ravie d'être parmi vous. Merci beaucoup de votre invitation. Donc, je suis directrice de la qualité et du partage de l'information à l'ASEI. Mes missions, elles recouvrent à la fois des volets qualité, droit des personnes accompagnées, réflexion éthique, mais aussi le suivi des démarches de déploiement des systèmes d'information et une démarche spécifique autour de la promotion du numérique, recherche et innovation. Et l'association que je représente donc, est une association qui accueille et qui accompagne des personnes en situation de handicap et de fragilité à tous les âges de la vie, en région Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Île-de-France. Et nous gérons une centaine d'établissements et services médico-sociaux et sanitaires. Très bien, merci beaucoup. Et je vais donner la parole à Monsieur pour se présenter. Donc, bonjour à tous, je suis François Bierski, je suis responsable des systèmes d'information et des projets digitaux à l'UNAPI, alors plus précisément à la tête de réseau UNAPI à Paris, où nous sommes une cinquantaine de salariés
plus les administrateurs avec qui nous travaillons quotidiennement pour certains. Donc, le réseau UNAPI, c'est plus de 330 assos aujourd'hui sur tout le territoire qui œuvrent pour l'inclusion des personnes en situation de handicap intellectuel. C'est environ 3500 ESMS, une soixantaine d'associations tutélaires. Donc, voilà, c'est un gros mouvement en France. Et alors, moi, j'ai particulièrement deux missions. La première qui consiste évidemment à m'occuper, à architecturer les systèmes d'information de la tête de réseau et d'apporter mon aide aussi aux collaborateurs, à mes collègues qui gèrent des projets, des gros projets dans lesquels on pourrait retrouver une dimension numérique. On en a des gros, je citerai par exemple CapFalc, qui fait appel à de l'intelligence artificielle pour proposer une plateforme d'aide à la transcription de documents Falc. Il y a aussi Canopé qui fait appel à de la data science. Donc voilà, on est investi sur des gros projets avec une dimension numérique. Et puis la seconde grande mission qui m'est confiée, c'est plus tourné vers le réseau. Du coup, c'est déjà de scruter un peu l'actualité du numérique dans notre secteur pour pouvoir tisser des partenariats lorsque le cas échéant, lorsque des projets sont pertinents pour notre secteur, et pour voir aussi, évidemment, parce que c'est le but de la tête de réseau, c'est notre travail, travailler avec les pouvoirs publics et les instances dirigeantes et compétentes, en l'occurrence pour moi en numérique, pour pouvoir leur reporter un peu la réalité du terrain, les problématiques et faire avancer un peu tout ça. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions et cette présentation. Monsieur Ritt, à vous. Bonjour, donc je suis le directeur du Gérontopole Sud, qui est le centre ressources régionales pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui s'adresse à tous les professionnels de façon transversale, qui sont impliqués d'une façon ou d'une autre dans l'accompagnement du bien vieillir. Et donc, on a un rôle important pour fournir de l'information, mais en particulier, on passe beaucoup de temps à observer, valoriser et diffuser les bonnes pratiques, qui vont effectivement en particulier, qui touchent à l'innovation et à la formation des professionnels, en remettant ce qu'appelle naturellement, normalement, la gérontologie, du lien entre les acteurs, ce qui n'est pas toujours naturel dans nos structures. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Madame Requillard, s'il vous plaît. Marine Requillard, oui, bonsoir. Donc, je suis en charge de la coordination du collectif SI social et médico-social dans la région des Hauts-de-France. Donc, ce collectif est constitué de 7 fédérations et organisations représentatives du secteur social et médico-social, que sont la DMR, la FEAP, la FHF, Nexem, Synerpa, l'UNA et l'URIOPS, qui ont souhaité, dès 2017, donc bien avant le virage du numérique en santé, faire une alliance autour de ces enjeux de la transformation numérique sur le secteur. Et puis, je pense que j'aurai l'occasion d'en dire un petit peu plus après. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. Et Madame Cazelet, s'il vous plaît. Oui, bonjour à tous. Écoutez, j'ai le plaisir d'être présente là pour représenter l'association Pharmatech Santé dont je suis la cofondatrice et qui, depuis 2003, se développe, je dirais, des activités pour des compétences numériques et œuvre pour accompagner les professionnels, les structures sanitaires et médico-sociales pour la montée en compétences des professionnels au niveau numérique. Voilà, donc, je serai ravie d'intervenir à la fin de ce webinaire uniquement pour vous présenter donc davantage l'offre de formation que nous vous proposons. Merci beaucoup, Madame Cazelet. Juste un mot pour me présenter également. Sylvie Boss, donc ingénieure pédagogique et formatrice sur les questions du numérique en travail social à Buc Ressources dans les Yvelines, dans un centre de formation qui prépare au métier du social et qui relève de la sauvegarde des Yvelines. Alors, passons de suite à notre première question. Pourquoi développer les usages du numérique dans le secteur? Quels sont les enjeux, les objectifs
Et on va reprendre notre petit tour de rôle de la même manière, hein, Madame Ballardy en premier. Et vous avez en gros chacun 1 minute pour nous dire ce que vous en pensez. Très bien. Alors, pour moi, pourquoi développer le numérique dans le secteur médico-social? Pour moi, c'est vraiment un enjeu d'inclusion dans le monde dans lequel on évolue tous, puisque le numérique est partout désormais. C'est une manière d'améliorer notre performance dans les pratiques professionnelles et dans la qualité des accompagnements que l'on propose pour les personnes accueillies. Et puis, il y a un gros enjeu autour de la traçabilité et du partage de l'information pour la coordination des accompagnements et des parcours, donc à la fois en interne au sein de nos équipes, mais aussi en interaction avec toutes les parties prenantes qui interviennent dans l'accompagnement, dans l'accueil, dans l'éducation des personnes que l'on reçoit. Et puis, en dernier lieu, c'est aussi le développement de nouvelles pratiques d'accompagnement avec ce que peut nous apporter le numérique, en l'encadrant bien entendu, pour rationaliser les usages et rester dans un cadre éthique. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Birsky, qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont les enjeux du numérique dans le secteur médico-social? Écoutez, moi je pense que alors il y a des enjeux et des objectifs, c'est évidemment clair, parce qu'il vaut mieux en avoir. Après, je pense surtout qu'on est dans une situation où les structures et acteurs du médico-social aujourd'hui, comme d'ailleurs toutes les organisations professionnelles en 2022, évoluent dans un monde pas 100%, mais en tout cas de plus en plus numérique, quasi 100%. Et on pourrait de toute façon pas imaginer un secteur entier refusant cette transformation ou préférant rester à l'âge du papier, même si la tradition est encore très forte dans ce secteur. Donc voilà, je ne pense pas que ce soit un choix qui soit dicté par les enjeux, mais plutôt par la réalité, par l'envie, par l'obligation, j'aime pas ce mot, mais quelque part c'est un peu ça, mais par l'obligation de vivre avec les technologies de son temps et avec l'impératif de faire le mieux possible. C'est une tâche qui peut paraître pour certains immense, mais je pense qu'il faut y aller pas à pas. Alors justement en fixant des objectifs, c'est plutôt un moyen pour moi, en fixant des objectifs à court terme, en se reposant sur des professionnels, des experts, en priorisant. Donc voilà, ce côté un peu inéluctable que je répète souvent. Et après, donc les enjeux, ceci étant dit, ils sont de pouvoir, pour moi, à mon avis, d'évoluer, de fonctionner en toute fluidité dans un écosystème avec les partenaires, avec les usagers, avec les familles, avec les prestataires, avec voilà, il y a un écosystème très complexe dans notre secteur. Et puis, surtout, d'évoluer avec des outils performants en sécurité, parce que je pense que le numérique, même si on parle de vigilance, de cybervigilance et de problèmes un peu à ce niveau-là, je pense qu'on gagne en sécurité, notamment sur la sauvegarde des données et des échanges de données. Donc voilà, je pense qu'au final, les enjeux sont énormes pour le secteur, et puis au final pour la personne accompagnée, puisque c'est avant tout ce qu'il faut mettre au centre. Voilà, et la priorisation, je pense, et les enjeux sont la personne et les services qu'on va proposer à la personne, et c'est ce qui va nous aider à prioriser, parce qu'on ne peut pas tout faire d'un coup. Déjà, il y a trop de choses et puis il n'y a pas les budgets. Donc voilà, c'est ce qu'il faut mettre au centre pour prioriser. C'est ça l'enjeu. Merci beaucoup. Alors, effectivement, on ne peut pas tout faire d'un coup. On verra tout à l'heure ce que ça veut dire, ce tout, hein, de quoi on parle exactement. Monsieur Ritt, à vous, qu'est-ce que vous en pensez? Bien, je pense que non seulement, effectivement, le médico-social, comme d'autres secteurs, doit s'y mettre, mais moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a par ailleurs, entre une prise en charge médico-sociale et le numérique, une concordance tellement forte que de toute façon, ça sera inéluctable, et qu'il y a même effectivement je dirais presque
oui, une harmonie forcément entre les deux, ne serait-ce que pour, comme on l'a mentionné, du fait qu'une prise en charge médico-sociale, ça implique la multiplicité des acteurs et des besoins d'échange d'informations. Donc ça, c'est le métier du médico-social, mais on voit bien que c'est le numérique, c'est le domaine du numérique aussi. Que les métiers du médico-social, c'est personnaliser les prises en charge, pouvoir faire pour chacun le service adapté. Et que donc, c'est par définition là aussi les données de chacun, donc le numérique qui répond à cette caractéristique même du métier. Et que enfin, le métier du médico-social, c'est la proximité de la personne. Alors que ce soit au domicile ou en établissement dans la vie quotidienne. Et là aussi, on voit bien que le numérique est maintenant devenu un synonyme de proximité. J'ai ma montre, j'ai mes éléments connectés, j'ai des données. Même pendant mon sommeil, on peut connaître des informations ou à tout moment m'en donner si je me pose des questions. Donc, pour toutes ces raisons, médico-social et numérique sont intimement liés. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention. Madame Requillard, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je disais, les enjeux majeurs ont été couverts par les différents intervenants. Ce qui a été évoqué de manière transversale, c'est la question de la coordination. Ça, c'est un élément très, très fort. C'est la question, effectivement, du besoin métier qui vient fonder un processus de numérisation. Et donc, du coup, je rejoins totalement les propos de M. Ritt sur ce côté intrinsèque. Mais quand même, avec un paradoxe, c'est qu'on a quand même une vraie fracture numérique dans le secteur. Donc, si je prends l'écosystème que je connais le mieux ou que j'effleure le mieux depuis quelques années, c'est-à-dire sur les Hauts-de-France, on a à peu près 4500 établissements et services sociaux et médico-sociaux sur le secteur. Seule une vingtaine d'organismes gestionnaires sont dotés de fonctions d'expertise SI. Donc, quand M. Birsky dit oui, il faut s'appuyer sur des expertises, oui, mais pour autant, on n'a pas les troupes dans le secteur à l'heure actuelle. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire, ça veut dire qu'il faut s'organiser pour y aller. Effectivement, le chemin est encore long, je ne sais pas, mais en tout cas, il s'ouvre devant nous. Madame Cazelet, à vous la parole sur cette question du pourquoi et des enjeux. Alors, pour moi, bien sûr, les enjeux me paraissent effectivement liés essentiellement à la possibilité pour les personnes accompagnées d'une part, pour les professionnels, de parvenir à développer les capacités pour être utilisateurs. Donc, je disais que pour faire bon usage effectivement du numérique, faut-il encore, je dirais, pouvoir avoir développé quelques compétences. Voilà. Et pour nous, en fait, informatique santé, l'enjeu est vraiment là. Donc aujourd'hui, on constate une explosion d'applications, des applications de toute nature, je dirais. Mais bon, c'est pas pour cela qu'il y a une explosion des usages. Donc, je pense qu'effectivement, sans l'accompagnement, la formation, les usages resteront limités. Donc, il y a vraiment un enjeu là fondamental à accompagner le déploiement des applications avec la formation. Un enjeu important, donc merci beaucoup sur la montée en compétences des différents acteurs. Ce qui nous amène à notre deuxième question sur le comment, où je vais vous laisser un peu plus de temps. Alors, le comment, Madame Ballardy, on va recommencer avec vous. Donc, à l'ASEI, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des outils que vous avez mis en place, des expérimentations? Concrètement, comment vous faites? Comment vous vous y prenez? Alors, ce qu'on peut relever ou raconter finalement de notre démarche autour des outils numériques et de leur déploiement dans notre secteur, d'abord quand même appuyer sur le retard en quelque sorte, ou en tout cas le décalage dans le temps entre le déploiement d'outils numériques de gestion qui était quand même
usuel dans notre secteur et qui concernait donc une très faible partie de nos professionnels, la partie vraiment administrative, gestion, compta, RH, et qui traversait nos organisations de cette manière-là. Et puis, donc, depuis 5-6 ans, on s'est attaché à vraiment se centrer sur notre cœur de métier et proposer des outils qui viennent soutenir notre cœur de métier avec, bien entendu, un dossier informatisé de la personne accompagnée, comme ça peut se faire avec le dossier patient dans le secteur sanitaire. Donc ça a été un moyen finalement pour nous d'embarquer nos professionnels dans les usages numériques, alors même qu'ils étaient tenus un petit peu à l'écart jusqu'à présent. Rapidement, on s'est trouvé confronté à d'autres besoins qui n'étaient pas forcément couverts dans le cadre de notre dossier informatisé, et puis donc à un besoin quand même assez fort, à des envies de nos professionnels de développer de nouveaux usages, de capter des expériences innovantes qui pouvaient être pressenties ou identifiées dans notre écosystème. De ce fait, nous avons fait le choix donc, de créer en fait une démarche autour de la recherche et de l'innovation et de la promotion du numérique. Donc, il y a un poste de responsable de projet qui a été créé à cet effet. Donc, je salue Julia Sadje qui est parmi nous ce soir, voilà, et qui porte cette démarche avec beaucoup de dynamisme. Et l'objectif pour nous, c'est de soutenir les initiatives de nos professionnels, mais aussi des personnes que l'on accompagne, de leur entourage et de notre environnement proche pour mettre en valeur des expérimentations, mais aussi repérer des idées, cartographier, valoriser les projets et surtout mettre en place une démarche et une méthodologie adaptée de manière à mieux soutenir ces projets, mieux les accompagner auprès de nos professionnels en proposant donc une grille de qualification et un certain nombre d'items qui permettent d'être à la fois dans un cadre sécurisé, éthique, utile, rationalisé, etc., de manière à vraiment urbaniser et encadrer les choses au niveau associatif. Donc, ce travail, il est en cours puisqu'on a démarré globalement fin 2020. Et aujourd'hui, donc, nous avons franchi un cap supplémentaire en créant donc un espace sur notre site internet qui a pour objectif à la fois de faire connaître notre démarche, de valoriser la pépinière de projets qui existe déjà dans notre association, et aussi créer une forme de guichet unique avec des formulaires dédiés à nos professionnels, aux personnes accompagnées et à leurs aidants, et également à des professionnels industriels, start-up, mais aussi des professionnels du monde de la recherche pour solliciter, formuler, exposer des projets, des idées qui nous permettent finalement de mettre en relation les uns et les autres pour aligner si possible les planètes et faire naître des innovations utiles pour l'accompagnement des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées que l'on accompagne. Et je peux citer donc rapidement quelques expérimentations qui sont en cours, quelques projets qui sont en cours aujourd'hui. Donc, il y a un premier projet dans une structure pour enfants autour de Max, qui est une bulle de coordination, qui est un outil de type cahier de liaison numérique qui est sécurisé et qui permet le partage d'informations entre l'ensemble des parties prenantes qui sont concernés par l'accompagnement d'un enfant. Donc, bien sûr, la famille, mais aussi les professionnels en interne, mais également l'éducation nationale, des intervenants libéraux, rééducateurs, professionnels de santé, etc. Donc, ça, c'est un gros sujet pour nous qui doit permettre de faciliter la fluidité de l'accompagnement, la bonne coordination des acteurs. Donc ça, c'est un exemple où on s'appuie sur une structure qui est vraiment
dans le test et l'expérimentation, dans l'amélioration aussi hein, de l'outil avec notre partenaire Bot Design. Et puis, progressivement, l'enjeu, ce sera de le proposer à d'autres structures dès lors que l'expérimentation sera concluante. On a aussi un autre exemple qui est l'utilisation de la plateforme Happy Neuron, qui est un outil numérique d'évaluation et de rééducation des fonctions cognitives. Donc, il est en premier lieu plutôt orienté vers nos orthophonistes. Et il avait été déployé un petit peu dans l'urgence au moment des premiers confinements pour permettre à nos orthophonistes de continuer à suivre les enfants à la maison. Et finalement, on a transformé un petit peu les usages avec l'éditeur partenaire. Et aujourd'hui, donc, l'outil est utilisé pour les soins et l'accompagnement des enfants et des adultes ayant des besoins spécifiques. Et l'enjeu pour aujourd'hui et demain, ce sera de développer les usages pour de nouveaux professionnels tels que les ergothérapeutes ou des neuropsychologues. Et d'être dans la co-construction et l'amélioration des outils. Bon, je ne veux pas prendre trop de temps, mais on a d'autres expérimentations qui sont en cours ou qui émergent progressivement, soit par des sollicitations qui viennent de l'extérieur, soit par des idées ou des besoins qui sont exprimés directement par les personnes sur le terrain. Le dernier point que je souhaitais évoquer et reboucler avec ce que disait Madame Cazelet tout à l'heure, c'est qu'effectivement, ce qui nous semble important, c'est par la promotion de ces outils et par notre démarche d'innovation, de ne pas accroître une forme de fracture numérique que l'on connaît tous et que l'on vit tous, à la fois pour les personnes que l'on accompagne, puisque notre enjeu, c'est quand même de les embarquer eux aussi à chaque fois que possible dans nos projets. Et donc, il faut qu'on reste très vigilant à la manière dont on les construit, dont on les déploie pour que ça reste accessible et que on ne crée pas de nouvelles dépendances aussi en proposant des étayages et des compensations par des outils numériques. Et puis aussi et surtout, nos professionnels ne sont pas tous geeks, sont parfois un peu embarrassés avec les usages numériques pour des choses qui sont parfois, qui paraissent parfois simples. Et donc, il nous faut quand même accompagner de manière très appuyée ces nouveaux projets. Et nous avons créé un parcours de formation numérique pour nos professionnels. Donc, on a démarré il y a peu de temps et on construit progressivement des modules avec des steps, hein, vraiment les prérequis, en gros l'informatique pour les nuls, je ne sais pas du tout me servir d'un ordinateur, un module de découverte du système d'information de l'ASEI pour qu'ils se repèrent mieux dans leur fonctionnement au sein de l'organisation, et progressivement des modules spécifiques qui vont être ajoutés à notre éventail et dont le MOOC auquel on a la chance de pouvoir participer fait partie de manière profitable. Voilà. Très bien, merci beaucoup Madame Ballardy. Monsieur Birsky, je vous laisse la parole de suite. Comment vous vous y prenez avec le grand nombre d'établissements que vous nous avez cités tout à l'heure, le grand nombre de personnes, comment vous gérez ça? Alors, on est une tête de réseau, donc on ne gère pas directement, et c'est la spécificité de l'UNAPI, les associations sont complètement autonomes sur leur champ d'action et en ce qui me concerne sur leur structuration et schématisation des systèmes d'information. Nous, à la tête de réseau, on va avoir un autre rôle, d'autres types d'actions. La première, et je pense que c'est ce qu'il va falloir prioriser en 2022, et Madame Requillard le mentionnait, c'est la fracture numérique. Elle existe aussi dans notre mouvement. Alors, on a beaucoup de grosses associations, de gros organismes gestionnaires qui n'ont pas du tout besoin de la tête de réseau sur un accompagnement numérique, parce qu'ils ont des équipes DSI d'une dizaine de personnes, et ils sont déjà plus sur de l'innovation numérique que sur qu'au premier niveau de l'échelle, en bas de l'échelle. Ce qui m'inquiète un peu plus, c'est effectivement les petites associations
dont le directeur fait un peu toutes les tâches et s'occupe aussi, entre autres, d'installer le dossier de l'usager, de répondre au plan ESMS numérique. Donc, voilà, c'est des gens un peu plus perdus qu'il va falloir aller repérer. Et certainement, la seule chose que nous, on pourrait faire en tant que tête de réseau, c'est de les orienter vers les structures qui pourraient les aider, vers les professionnels qui pourraient les aider. Donc voilà, c'est un peu la priorité, je pense, de réduire cette fracture numérique, de ne pas laisser des structures de côté, en tout cas. Et c'est pour ça que la question de la mutualisation des ressources est primordiale. On voit que c'est encouragé par les pouvoirs publics en ce moment. On l'encourage aussi, donc la tête de réseau va communiquer auprès de ses présidents des gouvernances des différentes assos, des DG, pour envoyer des messages forts, pour préconiser ce besoin de mutualiser, d'aller aussi aider l'autre structure, d'avoir ce réflexe d'entraide au sein d'un réseau. On a mis aussi en place une plateforme collaborative via un outil qui est assez intuitif, qui s'appelle Jamspot, sans faire de publicité. Mais voilà, il existe beaucoup d'outils collaboratifs. Celui-ci nous satisfait pleinement. Donc voilà, échange de bons outils. Et puis on a du coup différents groupes selon différentes thématiques sur cet outil. Et on a un groupe numérique qui rassemble plus d'une centaine de membres où on va échanger sur, alors pas que les systèmes d'information et pas que le dossier de l'usager, mais sur les autres thématiques aussi, où le but est de venir échanger sur des projets intéressants, poser des questions pour trouver des solutions, etc. On a 2-3 assos, par exemple, qui ont publié leur dossier de réponse à l'appel d'offres SMS numérique pour aider les autres. Donc voilà, ça c'était une grosse initiative cette dernière année. On communique évidemment beaucoup, énormément par le biais de communication, par le biais de webinaires. On en fait pas mal sur la question du numérique en essayant de faire participer les membres de notre réseau. Et puis, on signe, alors on fait, avant les partenariats, on fait ce qui est très important et ce que tout le monde ne peut pas faire par manque de temps, mais c'est une veille plus qu'active. Pour ceux qui ont suivi quand même la trajectoire du numérique en santé et la feuille de route médico-sociale, c'est quand même, en quelques mois, il y a eu beaucoup d'annonces. Donc voilà, c'est aussi notre rôle à la tête de réseau. On est deux spécifiquement, hein, il y a Yann Lebert et moi-même, à se renseigner, à lire, à comprendre. Les directives sortent, mais voilà, on ne les comprend pas tout de suite. Donc, premièrement, comprendre, bien isoler les problématiques pour pouvoir les redescendre après au niveau du réseau. Donc ça, c'est très important. On participe à des groupes de travail avec les pouvoirs publics. La semaine prochaine, il y aura le comité stratégique du plan ESMS numérique piloté par la CNSA. Donc voilà, c'est l'occasion aussi dans ces moments-là de remonter les éventuelles problématiques rencontrées sur le terrain, d'alerter. Voilà, encore une fois, c'est le rôle de la tête de réseau UNAPI. On signe, on échange beaucoup. On va aller parler aux autres fédérations, aux autres organismes qui ont les mêmes problématiques que nous, parce qu'on part du principe qu'on est tous confrontés un peu aux mêmes problématiques actuellement, aux mêmes sujets, qu'il ne faut pas rester dans son coin. Donc voilà, on échange, on découvre des bonnes pratiques à droite, à gauche. Sur la formation, il y en a beaucoup. Je citerai l'exemple de la Croix-Rouge, ça peut aider aussi un certain nombre L'idée peut venir nourrir pas mal de réflexions. La Croix-Rouge, devant le coût de formation que représenterait dans les années à venir la formation des professionnels, rien que sur le dossier de l'usager, a préféré mettre en place son propre programme de formation sur son logiciel de DU. Donc, c'est un investissement aujourd'hui, mais ils seront autonomes demain sur cette problématique. Et voilà, c'est un exemple de bonne pratique qu'on peut déceler en parlant un peu aux autres fédérations et aux autres gros organismes. Et puis après, voilà, nous, on est un peu dans l'action et dans le concret en allant signer des partenariats avec
que ce soit des startups ou des associations comme celle de Madame Cazelet. On a signé un partenariat important avec l'ANAP l'année dernière pour venir pour échanger d'expertise. Ils vont venir nous aider à comprendre un peu les différents sujets numériques dans le médico-social. Nous, on va un peu les sensibiliser à l'autodétermination, au handicap intellectuel pour que ça vienne aussi influencer, nourrir et construire les notices qu'ils sortent et leurs travaux. Donc voilà, on essaye d'agir un peu comme ça. On a des partenariats importants avec Auticiel pour rester dans le champ qui nous concerne aujourd'hui, qui est celui de la formation. On a fait un gros programme avec Auticiel de formation, cette fois-ci des aidants familiaux aux solutions numériques. On travaille avec une association CapGame qui œuvre pour l'accessibilité des jeux vidéo. Donc voilà, les champs sont vastes. Plein de projets, ça foisonne à l'UNAPI apparemment. Hein. Ouais, et on n'est pas nombreux pour le faire, donc c'est très frustrant. Mais voilà, c'est pour ça que la politique des partenariats est intéressante pour nous, parce qu'on peut apporter une aide un peu de cette façon. Et puis pour conclure, la formation, bien sûr. Madame Cazelet, il y a plusieurs personnes à en avoir déjà parlé. C'est un sujet pour moi parce que ça a un coût, en fait. C'est un peu le danger même sur le plan SMS numérique où des fonds sont débloqués aujourd'hui. Mais dans 5 ans, quand il n'y aura plus d'aide, comment on continuera à subventionner la formation des nouveaux professionnels, des évolutions de l'outil. C'est un coût important et du coup, tout l'intérêt de notre partenariat aussi avec l'association Informatique Santé aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Birsky. Effectivement, le chantier est immense. Monsieur Ritt, à vous. Et en accompagnant et en observant sur les territoires, voilà ce que je peux remonter, et c'est parfaitement en lien avec ce que disait M. Birsky sur le fait que l'effort de formation est considérable et ne va pas cesser. Et des observations que l'on fait, je vous propose de vous en livrer 4 comme autant de pistes sur les efforts à conduire en matière de formation. Puisqu'effectivement, si numérique et médico-social sont donc intimes dans leur modalité, leurs objets communs futurs, eh bien, il va falloir effectivement les suivre. La première observation que l'on fait, c'est que les applications, elles sont ergonomiques et les gens peuvent apprendre rapidement à s'en servir. Les professionnels peuvent rapidement apprendre à s'en servir. Ils ne vont pas les casser. C'est-à-dire, quand on avait des machines, des objets compliqués, on avait peur qu'ils les abîment. Une application, ça ne peut pas arriver. Et puis en plus, elle change. Mais par contre, la culture numérique de base qui permet justement de s'adapter d'une application à une autre, elle est fondamentale. Des choses aussi basiques, c'est quoi un serveur, c'est quoi un traitement en ligne, un traitement différé, c'est quoi un client-serveur, où est l'application dans ma machine ou sur le réseau. Cette culture numérique de base est essentielle et en plus, elle est interprofessionnelle. Donc, elle peut se partager entre tous les métiers et c'est elle dont on a besoin en premier lieu. La deuxième observation qu'on fait, c'est que plus on numérise, plus on gère de choses à distance. Et plus on gère de choses à distance, plus on a besoin des professionnels et des agents de proximité. Et donc, nous observons que plus le numérique se développera, plus les personnels et les professionnels les moins qualifiés seront encore plus essentiels. Aujourd'hui déjà, quand on fait une téléconsultation de cardiologie à distance, eh ben c'est l'infirmière qui tient la sonde, c'est plus le cardiologue. Quand on met en place des outils de diagnostic ou de stimulation cognitive, c'est l'animateur dans un EHPAD ou l'auxiliaire de vie qui met en place l'activité et fait que la tablette est utilisable et branchée.
C'est pareil pour un ambulancier ou un brancardier qui du coup sont des éléments importants de flux d'informations et de flux et de gestion de flux de parcours, et ils ont besoin de renseigner en permanence où ils sont et savoir effectivement s'intégrer les choses. Donc, deuxième observation, les métiers aujourd'hui les moins qualifiés qui assurent la proximité seront encore plus importants sur le sujet. Troisième observation, c'est que il va falloir développer non seulement les savoir-faire, mais aussi les savoir-être liés à la sécurité et à la gestion des données. Et là aussi, c'est de l'interprofessionnel ou du pluridisciplinaire. Savoir qu'est-ce que je peux écrire, qu'est-ce que je peux dire, ou inversement, ne pas dire « Ah bah ça c'est une question de RGPD, c'est pas pour moi et donc je peux rien faire ». Le RGPD, il n'empêche rien. Il oblige juste à le faire de bonne manière. Donc, toutes ces connaissances, ces savoir-faire et même ces savoir-être sur comment j'utilise les données ou pas vont devoir être développés. C'est une troisième piste que je vous livre. Et enfin, la dernière, et elle part de cette observation, c'est que le numérique permet la déconcentration et de donner le pouvoir à l'usager. Plus ça va, plus le numérique permettra à l'usager ou à ses proches de faire eux-mêmes un certain nombre de choses. Donc, ça pose plein de questions d'ailleurs de positionnement de nos professionnels par rapport à ça. Et donc, il va falloir développer les savoir-faire de littératie en santé, d'éducation de nos professionnels qui n'auront plus, pour un certain nombre de choses, pour un certain nombre de situations, à faire eux-mêmes, mais à permettre aux usagers ou leur entourage de le faire, ce qui change complètement leur positionnement et donc, du coup, leurs compétences en la matière. Comment je peux expliquer, on met en place une machine, on met en place un logiciel, comment moi qui vais au domicile, je vais être celui juste qui explique comment ça va marcher. Donc voilà cette quatrième piste que je vous livre, sur lesquelles il nous semble fondamental de pouvoir investir en matière de formation pour que les compétences des professionnels soient à la hauteur. Alors, en formation initiale, on en rêve, mais on sait effectivement que les maquettes et les référentiels ne sont pas toujours très agiles. Et du coup, pour le moins, au minimum et dès maintenant en formation continue. Merci beaucoup, Monsieur Ritt. Effectivement, vous nous préparez un petit plan de formation fort sympathique, mais très ambitieux. Madame Requillard, je vais vous laisser la parole donc, au sein de votre collectif. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ce que vous faites en pratique et comment vous vous y prenez? Oui, alors peut-être pour resituer l'essence même du collectif et de l'intérêt qu'il peut apporter, quelle que soit la région, on pourrait dire que les missions s'articulent autour de trois grandes fonctions: une fonction de co-construction, une fonction de partage et une fonction d'une certaine forme de guidance. Alors, co-construction, c'est à la fois dans le cadre de l'élaboration des stratégies, des politiques publiques, qu'elles soient nationales ou régionales. C'est de manière aussi très opérationnelle de faciliter à l'émergence de grappes de porteurs de projets. On connaît respectivement l'actualité très forte ESMS numérique et tout l'enjeu qui a pu être évoqué autour de la question de la mutualisation. C'est aussi d'être sur des logiques de partage, de conseil opérationnel quand on est sollicité par le terrain. La question du partage, la fonction de partage, c'est une fonction d'abord de facilitation d'accès à l'information, fonction d'acculturation, de remontée également de problématiques terrain, c'est-à-dire que si on a une capacité à représenter, c'est parce qu'on a aussi une exigence à contribuer. Et la contribution, elle vient du terrain de premier chef. C'est aussi cette fonction de capitalisation. Et puis la fonction guidée, elle se retrouve autour du regroupement, de la diffusion, des expertises, des compétences, et puis aussi de pouvoir s'organiser pour être en capacité de trouver des relais de proximité, de terrain pour les autres. Alors, de manière plus pragmatique et plus concrète en région Hauts-de-France, ce collectif, il a pu monter et se structurer
D'abord parce que notre principal interlocuteur, l'ARS en région de France, a considéré que c'était un mode d'organisation pertinent. Et aussi d'abord parce que les principaux coopérateurs ont considéré qu'ensemble, on ferait beaucoup mieux que chacun de notre côté. Voilà les deux postulats, donc un partenariat structurant dès le démarrage avec l'ARS, un partenariat structurant entre nous, parce qu'il a quand même fallu s'apprivoiser et apprendre respectivement à travailler ensemble autour d'un sujet important. C'est aussi un partenariat structurant avec l'ANAP, qui vient nous appuyer depuis notre création et puis qui aujourd'hui est dans une logique d'appui à l'essaimage dans les autres régions. Et puis, c'est aussi un partenariat avec l'ANS que l'on peut largement mobiliser pour des apports d'expertise. Alors, sur l'information, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On a une plateforme, un site internet qui vise à faciliter l'accès à l'information. Sur l'acculturation, premier semestre 2021, on a mis en place un cycle de webinaires où on a tenté au cours de 9 mois d'approcher les différents sujets de la transformation numérique. Sur l'accompagnement maturité, c'est l'appui au diagnostic. Et on sait bien que il faut bien se connaître pour être en capacité d'aller chercher des coopérateurs et être en capacité de monter des projets autour d'enjeux qui sont communs. C'est aussi des dossiers thématiques que l'on va investir. C'est aussi de l'accompagnement à l'émergence de projets dans le cadre d'ateliers. De la mise en lien, et puis ce sera un travail de capitalisation autour des usages des services numériques. Alors, un dernier mot, parce que je pense que mon temps est écoulé, mais on n'est pas seul, en fait, en région Hauts-de-France, et ce partenariat ARS, il est aussi complété par un partenariat avec le GRADES régional qui est Santé et Numérique Hauts-de-France. Donc, c'est une recherche permanente de coordination entre nous. Alors, c'est exigeant parce que ça nous oblige à chaque fois à ne pas être en doublon les uns avec les autres. Donc, ça oblige à travailler les complémentarités autour de ces différentes actions. C'est aussi une forme de renoncement pour chacun parce qu'on ne fait pas seul, on fait avec. Mais au final, on espère que le gain soit meilleur à la fin. Voilà. Très bien, merci beaucoup, Madame Requillard. Alors, effectivement, de beaux projets en perspective et je vous laisse vous rapprocher de Madame Requillard si vous voulez en savoir plus sur ce collectif et comment organiser tout cela. Alors, Madame Cazelet, on a beaucoup parlé de formation et de montée en compétences, d'information aussi, bien sûr, c'est le sujet du numérique. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que nous prépare l'association Formatique Santé? Alors, l'association Formatique Santé, en fait, on l'a annoncé, donc ce n'est plus tout à fait un secret, prépare depuis plusieurs mois déjà, avec tout un groupe pluriprofessionnel du secteur, dont vous avez des représentants d'institutions ici, donc un projet qui est le MOOC, développer les usages du numérique dans le médico-social. Alors, ce projet, il s'appuie sur une expérience que nous avions déjà dans le secteur de la santé, avec le MOOC e-santé. Alors, je ne vais pas parler davantage, je vais vous faire découvrir le teaser de présentation de ce MOOC, voilà, donc qui a été réalisé effectivement par un membre de notre groupe. Voilà, donc je vous mets en partage ce teaser et je vais donc vous proposer de démarrer la lecture de ce
Une présentation un peu rapide, mais que vous pourrez revoir à loisir, bien sûr, très prochainement, puisque je vais vous inviter aussi à découvrir le campus de Formatique Santé, dans lequel vous avez effectivement pouvoir très rapidement accéder à la page d'inscription pour vous inscrire à cette formation. Voilà, donc vous avez là la page d'accueil du nouveau campus de Formatique Santé. Donc aujourd'hui, on a toujours le MOOC e-santé qui est accessible aux personnes qui étaient déjà inscrites avant la fin de ce MOOC, c'est-à-dire avant fin juillet. Et puis l'accès, donc, alors vous pouvez accéder sur la page d'accueil à la présentation de ce MOOC. Et puis vous avez la possibilité, dès demain, de vous inscrire à cette plateforme. Voilà. Donc vous allez avoir une première étape d'inscription pour vous inscrire à la plateforme. Et ensuite, vous serez invité à vous inscrire au MOOC qui démarrera, comme indiqué, donc le 19 janvier 2022. Voilà. Alors, ce MOOC, effectivement, il est proposé dans un format MOOC dans un premier temps, de façon à ce que toutes les personnes, à titre individuel ou bien pour des personnes dans un établissement qui veulent le faire à plusieurs, les personnes à le faire à s'inscrire à plusieurs d'un même établissement. C'est une information, une invitation qu'on fait très forte pour pouvoir éventuellement faire des petits ateliers et travailler ensemble ou se former ensemble, continuer à échanger comme on le fait en présentiel. Voilà, donc ça nous paraît important. Donc, et puis, pour les établissements qui le souhaiteront, lorsque le MOOC aura débuté, nous proposerons aux personnes qui sont intéressées une formation de formateur-tuteur, de façon à ce que la formation puisse se faire, non pas au format MOOC, mais peut-être pour les établissements intéressés, au format SPOC, qui sera un MOOC adapté à la structure, aussi bien au niveau de certains modules qu'au niveau du rythme de formation, au niveau de certains publics aussi. Voilà, donc on vous en dira un petit peu plus ultérieurement. Voilà, en tous les cas, on espère que vous serez nombreux à vous inscrire à ce MOOC et peut-être je vais proposer de prendre quelques questions avant de passer peut-être au sondage. Sylvie, je ne sais pas si on a tenu le temps. Oui, on a tenu à peu près le temps. Effectivement, il est temps de prendre vos questions. Est-ce que Jean-Yves les a synthétisées Je ne sais pas. ou pas? Dans le chat, vous avez déjà le lien vers le campus Formatique Voilà, Santé. Une question que je repère effectivement sur la possibilité d'avoir des ateliers, peut-être, même si ces ateliers n'ont pas lieu en fait au 19 janvier. C'est possible. Des ateliers pour des étudiants infirmiers. Voilà, alors peut-être qu'une question qu'on peut répondre à cette question, c'est-à-dire que les étudiants auront la possibilité de s'inscrire au MOOC comme les professionnels. Donc l'accès est ouvert. Donc il appartient aux responsables de formation de faire l'information préalable à leurs étudiants. Mais ce qu'on leur recommande surtout, c'est d'accompagner les étudiants aussi dans ce parcours de formation et de ne pas en faire quelque chose d'à côté, de parallèle à leur formation. Voilà. Donc, alors, ce qu'on invite les formateurs qui sont intéressés, peut-être à prendre contact avec nous, de façon à ce qu'on puisse voir qu'est-ce qui peut être aménagé ou qu'est-ce qui peut être conseillé dans la façon de proposer l'accès à un MOOC à un groupe d'étudiants. Merci beaucoup. Et dans le chat, alors, il y a beaucoup de commentaires et de liens qui sont partagés, donc je vous invite à aller voir sur la formation. Je regarde, il y a des questions. Alors, n'hésitez pas à les poser. On va pouvoir ouvrir le sondage peut-être parce qu'il est 59. Je te laisse ouvrir le sondage, Lisette, pour qu'on puisse… Oui, alors, je ouvre le sondage. Pardon. Est-il souhaitable d'avoir effectué le MOOC e-santé avant celui-ci? Lisette, est-ce qu'il faut avoir fait le MOOC e-santé en… Pas du tout, pas du tout. Non, non, pas du tout. On reprend tout à fait. Alors, Chine, au contraire, non, non. Si vous l'avez fait, c'est pas gênant que vous fassiez celui-là parce qu'il est complètement différent et tout à fait contextualisé au secteur du médico-social. Mais bien sûr, il y a des points communs. Hein, donc, les questions de sécurité, les questions de données, etc. sont communes, mais traitées de façon différente. Voilà.
Donc, Merci beaucoup. Alors, je ne vois pas d'autres questions. Il y a des échanges nombreux dans l'espace de discussion. Suggestions. Et les gens répondent au sondage. Merci. oui, c'est parfait. Oui, merci. Voilà. Donc, Lisette, peut-être, je pense que toutes les personnes qui étaient inscrites à ce webinaire auront une information avec le lien de diffusion de ce webinaire de replay. Tout à fait. Donc, on mettra qui s'inscriront au MOOC, vous aurez le replay qui sera intégré sur la plateforme. Et puis, pour le public, le grand public qui ne s'inscriront pas au MOOC, on diffusera à partir de lundi, le plus largement possible, l'accès au replay. Voilà, donc il sera accessible sur YouTube et donc n'hésitez pas à le relayer de façon à ce que les personnes qui n'ont pas pu participer à ce webinaire puissent quand même accéder au contenu. Merci beaucoup à tous nos invités. Alors, on aurait beaucoup aimé discuter davantage, vous permettre de débattre entre vous. C'est passionnant, j'ai appris plein de choses. Ce sera pour une autre fois parce qu'il est 18h01 et on va tenir les délais. Donc, ce n'était qu'une introduction au sujet, vous l'aurez compris. Et on compte sur vous, bien sûr. Oui, alors peut-être ce que je rajouterais, c'est que dans le cadre du MOOC, il y aura d'autres webinaires organisés. Donc, nous allons travailler avec le groupe de travail un programme de webinaire. Et donc, quand le webinaire débutera, vous serez informé des thèmes qui vous seront proposés en complément de ce qui va être disponible. Tout à fait. Merci beaucoup. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée et peut-être Voilà,